Jean-Marc Jancovici, donc un homme qui a été tout à fait précurseur dans ce domaine et excellent pédagogue, donc ingénieur français, qui a créé donc sa société de conseil Carbone 4 et puis qui nous avait aussi offert un livre qui s'appelle Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie, parce que c'est vrai qu'à une certaine époque on était très embêté par tout cela, on l'est évidemment, c'est-à-dire qu'on était un peu comme dans une société à qui on avait donné une espèce de carte bleue mais sans compter donc ses consommations d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, on va se concentrer maintenant sur l'agriculture. Jean-Marc Jancovici, bonjour à vous. Bonjour. Alors Jean-Marc, faisons d'abord le point, le diagnostic sur l'agriculture. Qu'est-ce que cela représente, on va dire, à la fois dans le monde et en France, un peu en pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre ? L'agriculture correspond aux émissions de gaz à effet de serre avec des gaz qui ne sont pas celui dont on parle le plus souvent, qui est le dioxyde de carbone et qui vient des moteurs, qui vient des chaudières, éventuellement des cimenteries. L'agriculture contribue aux émissions surtout avec deux autres gaz dont on parle un peu moins, le méthane, qui vient notamment du cheptel ruminant et des rizières, et également le protoxyde d'azote, qui est un gaz qui est émis par les engrais azotés de toute nature, y compris les déjections animales, quand on les pend sur le sol. Ça correspond pas à sa fabrication, mais à son émission. Alors, si on regarde les émissions directes du secteur agricole, en France comme dans le monde, ça représente à peu près 20% de l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre. Si on raisonne à l'échelle mondiale, parce que le processus est peu présent en France, on peut légitimement y rajouter la déforestation, qui correspond à la mise en culture de nouvelles terres qu'on prend sur la forêt, comme on l'a toujours fait historiquement. L'Europe a massivement déforesté dans la deuxième partie du deuxième millénaire. Les États-Unis ont massivement déforesté au 19e siècle, parce que la population croissait et qu'on faisait des cultures, et qu'on mettait des terres en culture. Et si on ajoute la déforestation, à ce moment, l'agriculture et sa déforestation amont montent à 30% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour vous donner deux ordres de grandeur en comparaison, les transports dans le monde, c'est 15% des émissions, et les centrales à charbon dans le monde, c'est 20% des émissions. Donc l'agriculture, en termes d'émissions mondiales, c'est le même problème que les centrales à charbon aujourd'hui, avec la déforestation associée, c'est 50% de plus. Ça veut dire qu'à peu près, lorsque l'on est face à notre assiette, on a quoi ? On a donc 25%, on va dire, du problème qui est là ? Alors, si on raisonne empreinte carbone, c'est-à-dire la totalité des émissions qui sont nécessaires pour qu'un consommateur final puisse bénéficier d'un produit ou service, ce que nous avons dans notre assiette en France représente un gros quart de l'empreinte carbone d'un Français. Et là-dedans, la viande représente la filière bovine, on va dire, représente une grosse moitié. Entre la moitié et les deux tiers. Parlons-en, parce qu'effectivement, on va essayer donc de trouver un peu des solutions. En tout cas, des solutions, ça va être à la fois ce que souhaite le consommateur d'un côté, quels sont les possibles aussi, quelles sont les réalités économiques, évidemment, de vos différentes entreprises. Donc, vers quoi il faudrait tendre, Jean-Marc Jancovici, pour diminuer ces émissions de gaz à effet de serre ? Alors, si on regarde ce que nous dit la physique nous dit que tant que nous n'avons pas commencé à diminuer la concentration de CO2 dans l'atmosphère, je dis bien la diminuer alors qu'aujourd'hui elle augmente, la température planétaire continue d'augmenter. Il faut savoir que le temps de résidence dans l'atmosphère d'un surplus de CO2, c'est-à-dire une fois qu'on a rajouté du CO2 dans l'atmosphère, il faut attendre plus de 10 000 ans pour que ce surplus s'évacue. Donc il y a une inertie absolument considérable. Il y a zéro réversibilité dans le changement climatique. Le climat de 2020 est déjà perdu. On sait qu'il est déjà perdu. Quoi qu'on fasse sur les émissions, il s'en ira et il disparaîtra à tout jamais pour le reste des temps historiques. Donc si on veut que le climat arrête de se réchauffer, il faut que la concentration de CO2 se mette à baisser dans l'atmosphère. Et si on veut respecter les fameux 2 degrés de l'accord de Paris, c'est-à-dire 2 degrés d'élévation de température entre l'ère pré-industrielle et le 2100, ce qui est une température à laquelle l'ensemble des forêts sera déjà considérablement plus inflammable que ce que c'est aujourd'hui. Donc, c'est un monde dans lequel les sécheresses récurrentes seront déjà beaucoup plus importantes que dans ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est déjà un monde où on a une adversité forte liée au changement climatique. Il faut que les émissions planétaires baissent de 5% par an, tous les ans, à partir de maintenant, et pour au moins 2 générations. 5%, c'est le pourcentage de baisse qu'on a eu en 2020 sur Terre à cause du Covid. Donc, je dis maintenant assez facilement que lutter contre le changement climatique à la bonne échelle, c'est un Covid de plus par an. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et c'est très peu compatible, quand on regarde les choses d'un peu près, avec une croissance des productions, quelle qu'elle soit.
Bon, alors Jean-Marc Jancovici, si on regarde maintenant un petit peu les différentes actions de l'agriculture, on a les transports, vous avez parlé donc de l'élevage avec principalement donc le CH4, donc la rumination donc des différents bovins. On va rappeler que nous avons à peu près dans le monde 1,5 milliard de bovins donc sur Terre et 40% me semble-t-il à peu près des terres ou 50% des terres aujourd'hui mondiales sont dédiées donc à l'alimentation de ces fameux bovins. On a aussi donc les transports. On a aussi donc les différents intrants, que ce soit des engrais ou bien aussi des pesticides. Qu'est-ce qui vraiment, on va dire, réchauffe le plus ou sur quoi peut-on agir, on va dire, plus ou moins en priorité, même s'il faut gérer toutes les échelles? Alors en fait, le pourcentage des terres est encore supérieur. Si on rajoute les pâturages, en France, on a 80% de la surface agricole utile qui est dédiée à l'alimentation animale. Donc en fait, c'est l'essentiel des terres sont dédiées d'abord à l'alimentation des animaux, que évidemment on mangera derrière. Si on regarde d'où viennent les contributions importantes d'émissions de l'agriculture, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a les émissions directes qui sont importantes, méthane et protoxyde d'azote, c'est aussi vrai en France. Et puis à cela, il faut rajouter des émissions à l'amont et à l'aval. Donc à l'amont, il faut rajouter la fabrication des engrais et des phytosanitaires et des tracteurs. Mais enfin là-dedans, c'est surtout les engrais qui pèsent. Les phytosanitaires sont utilisés en toute petite quantité, donc même si c'est des produits pas sympathiques, ça fait pas des émissions considérables. C'est pas ça leur principal inconvénient, on va dire. La première dépense énergétique à l'hectare, en fait, quand on regarde les grandes cultures, c'est la fabrication des engrais azotés. C'est pas le diesel du tracteur. À l'aval, vous avez également une dépendance très forte à l'énergie et aux émissions, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la France, vous avez 1 camion sur 3 en France, en gros, qui transporte quelque chose qui se mange. Donc la chaîne agroalimentaire est très très dépendante des hydrocarbures dans son organisation spatiale. Et je regardais les reportages là qui étaient diffusés avant le début du colloque. En fait, malheureusement, le modèle qu'on a bâti, alors je vais être très désagréable avec les gens qui regardent, mais le modèle qu'on a bâti, c'est-à-dire des coopératives industrielles avec une chaîne logistique extrêmement longue qui nécessite de s'approvisionner sur des grands rayons d'action et ensuite d'exporter des produits très spécifiques, donc pas du tout diversifiés, sur des grands rayons d'action, cette organisation-là ne peut pas perdurer dans un monde sobre en énergie. Ça marche pas. Donc les gens qui font que de la betterave à sucre, ils doivent se faire à l'idée qu'il va falloir qu'ils fassent autre chose, parce que ça ne marche pas. Quand on regarde l'organisation d'il y a quelques siècles, c'était pas fait comme ça. Et il y a quelques siècles, c'est quoi la différence avec aujourd'hui? C'est l'abondance énergétique. Alors, justement, maintenant, comment on pourrait réorienter cela? C'est vrai que là, c'est clair et net. D'ailleurs, si vous vous invitez Jean-Marc Jancovici, c'est parce que justement, vous n'avez pas de langue de bois, donc elle ne flotte pas sur l'eau. L'eau qui va être d'ailleurs le problème et qui est déjà le problème d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que on va pouvoir en reparler évidemment avec les risques tout à l'heure, mais ça va être le trop et le pas assez d'eau que déjà vous subissez les uns et les autres. Je ne veux pas dire dans un monde idéal, parce qu'il n'y a aucun monde idéal, mais comment on pourrait... Ça, c'est vraiment des problèmes politiques. Comment on peut réorienter donc ce grand bateau, ce grand navire qu'est l'agriculture française et donc les coopératives? Alors, il y a 3 déterminants qu'il faut avoir en tête. Donc, il y en a un qui est qu'on souhaite contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un premier déterminant. Il y a un deuxième déterminant qui est, même si on ne le souhaite pas, de toute façon, l'agriculture est très dépendante, comme je le disais, de grandes chaînes logistiques très longues qui elles-mêmes sont très dépendantes du pétrole. Or, l'approvisionnement mondial en pétrole est déjà contraint de façon significative. Le pétrole qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le pétrole de schiste aux États-Unis et les sables bitumineux du Canada, est déjà en production mondiale, contraint à la baisse depuis 2008. Il y a un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié en 2018, dont les médias ont beaucoup moins parlé que d'un certain nombre de chiens écrasés, qui le dit très clairement. Et puis en Europe, l'approvisionnement pétrolier est contraint à la baisse depuis 2006 et cette contrainte va s'amplifier. Donc même si on ne le souhaite pas, de toute façon, l'agriculture va devoir s'y réorganiser à la lumière de ce que je viens de dire. Et puis il y a d'autres facteurs de pression. Il y a la question de l'érosion des sols et il y a la question du changement climatique, parce que le climat, comme je le disais, va changer. Et en ce qui concerne la France, les conclusions sont malheureusement pas très sympathiques, puisque ça veut dire que nous allons avoir plus de sécheresse et de canicules. On va aussi avoir paradoxalement plus de précipitations intenses l'hiver, on vient de s'en rendre compte cet hiver-ci, ce qui sur des sols nus lessive le sol et accroît leur dégradation, j'ai envie de dire. Donc il va falloir que l'agriculture de demain compose avec tout ça.
Alors une fois que j'ai dit ça, eh ben, on comprend que la solution, elle est malheureusement inverse d'un certain nombre d'évolutions que nous avons connues ces dernières décennies. Il va falloir déspécialiser une partie des régions agricoles, il va falloir raccourcir les chaînes logistiques, il va falloir remettre des haies pour stabiliser le sol et se passer d'une partie des phytosanitaires, etc. Voilà, il va falloir du coup remettre de l'argent dans le système parce que ce système-là a été fait pour être optimal économiquement en n'étant pas optimal sur le plan environnemental et de la durée des actifs naturels. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi que les gens s'habituent à payer leur nourriture plus cher. Et que par ailleurs, une partie des productions agricoles se recentre sur quelque chose qui va être économiquement moins performant. Il faut rappeler qu'il y a 2 siècles, l'alimentation des ménages en France leur coûtait à peu près les 2 tiers de ce qu'ils gagnaient. Aujourd'hui, si on regarde juste la partie alimentaire dans ce que nous payons, c'est à peu près 2%. C'est-à-dire si vous défalquez du ticket de caisse au supermarché, tout ce qui concerne le magasinier, la caissière, la construction du supermarché, les dividendes pour les actionnaires, les campagnes de pub, les camions qui arrivent, etc., que vous regardez juste la nourriture dans votre ticket de caisse, c'est grand maximum 20% de ce que vous payez. Donc aujourd'hui, la nourriture ne vaut rien. Et il va falloir revenir à un système où malheureusement, elle va coûter quelque chose. Donc lorsque vous dites, c'est intéressant parce qu'on a toujours ce chiffre de se dire, on a dans notre budget personnel, on doit avoir l'alimentation qui doit tourner autour de 12%, je crois que c'est 13% en Allemagne, mais la réalité de ce que vous nous dites, c'est que si on défalque tout ce que vous avez dit, donc les frais d'entreprise, les dividendes, etc., les salaires et donc les coûts fixes, on arrive à, ce serait quoi, donc 2-3% simplement de notre budget? Oui, à peu près, en fait c'est la part de l'agriculture dans le PIB, quoi. C'est à peu près ça. Donc, c'est à peu près 2-3%. Quand vous allez au restaurant, parce que dans les 13% ou 12% qui ont été cités, il y a 5% qui sont ce qu'on appelle de la restauration hors domicile. Donc, c'est les restaurants d'entreprise, quand il y en a, parce qu'en ce moment, il n'y en a plus. C'est les chaînes de fast-food que je ne nommerai pas, plus tous les restaurants, etc. Eh bien, quand vous regardez le coût des ingrédients dans ce qu'on vous sert, vous arrivez au grand maximum à 10-15% du ticket de caisse. Et il y a plein de cas de figure dans lesquels c'est beaucoup moins. Si vous allez vous payer une omelette à Paris, ça vous coûte 5 euros. C'est rare qu'on vous mette des œufs bio dans les omelettes que vous allez vous manger à Paris. Et quand vous regardez le prix de 3 œufs sortis d'élevage, vous en avez pour 20 centimes. Donc vous voyez bien que l'essentiel de ce que vous payez n'a rien à voir avec de la nourriture. Donc ce que vous dites, et ça évidemment, ça peut aussi rassurer donc, nos amis coopérateurs qui nous regardent, c'est que vous plaidez, vous, pour qu'il y ait quand même une vraie part qui soit augmentée concernant véritablement les ingrédients et concernant les produits. Oui, alors l'agriculture, c'est pas aux gens qui nous écoutent que je vais apprendre que l'agriculture, c'est un système long et lent. C'est un système qui évolue à la faveur des renouvellements de génération, souvent. Donc, si on veut réorienter un paysage agricole, c'est pas l'affaire d'une semaine, quoi. On peut pas gérer ça avec du stop and go en disant, tiens, un coup, je vais partir par là, un coup, je vais partir par-ci, etc. Donc, ça veut dire que le pays doit repasser un contrat avec ses agriculteurs qui s'échelonnent sur quelques décennies. C'est ça que ça veut dire. Et dans ce contrat qu'on doit repasser avec nos agriculteurs, il faut leur dire en gros, écoutez, nous on a des souhaits, donc on est d'accord pour payer pour ces souhaits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre d'accord pour que les prix en ce qui concerne les productions agricoles soient garantis à un certain niveau, mais c'est un peu ce que faisait la PAC à une époque, hein, contre des modes de production qui nous paraissent en phase avec les enjeux. Alors je vais donner un exemple pour l'élevage, juste pour... il y a 2 fois trop de vaches en France si on veut être sérieux sur les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, éleveur, c'est un métier difficile. En particulier, ceux qui vendent leur lait à la grande distribution, c'est un métier très difficile, j'ose le dire, de gagne-misère. Enfin, c'est des métiers dans lesquels on gagne mal sa vie. Du reste, je crois que c'est une des professions où le taux de suicide est malheureusement le plus élevé. Enfin, c'est dur. Beaucoup plus dur que le métier que je fais moi. Et donc, je serais favorable à un système dans lequel on leur dirait, bah écoutez, vous allez avoir 2 fois moins de vaches, on va vous payer 5 fois plus cher au kilo ou au litre ce que vous produisez, et vous allez avoir un cahier des charges de type label, c'est-à-dire qu'on va vous demander, s'il vous plaît, de ne pas mettre d'OGM, de ne pas mettre de soja brésilien qui engendre de la déforestation, de laisser un peu d'espace à vos vaches, de méthaniser les lisiers, je sais pas quoi. Enfin, on se met d'accord sur un cahier des charges et on leur dit en échange de ce cahier des charges, un peu comme dans une AOC. Finalement, quelque part, ça reviendrait à faire que de l'agriculture AOC, AOP. Enfin, c'est un peu cet esprit-là. Dans un système dans lequel on paierait considérablement plus cher les produits et où par de remettre de la de transformation, c'est-à-dire faire du lait, on fait des yaourts. Enfin voilà, c'est parce qu'il est assez conceptualisé. Après, dans d'autres domaines, ça veut
que tout transformé soit bon. Il y avait un reportage juste avant le début de ce colloque où on voyait Cristal Union. Aujourd'hui, on mange trop de sucre et l'éthanol substitue de l'essence dont il va falloir se passer dans les voitures. Donc, tous les produits transformés ne sont pas nécessairement les bons, mais par contre, si on veut que les gens fassent des investissements et ne se retrouvent pas le bec dans l'eau après avec leurs investissements, il faut absolument qu'on retrouve du temps long et qu'on retrouve une gestion pertinente du temps long dans le monde agricole, parce que malheureusement aujourd'hui, on a plutôt tendance à faire l'inverse, puisque en mettant du marché partout et en supprimant tous les encadrements partout, en fait, on met du temps court dans tous les sens. C'est évident que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Enfin, en tout cas pour moi. Ça, c'est intéressant. On vous laisse cette parole donc, qui décoiffe vraiment au début de ce congrès. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça, donc, je le redis, qu'on vous a invité, donc, Jean-Marc Jancovici. Qu'est-ce qui vous donne quand même espoir? Parce que quand même, on est dans une humanité qui est complètement folle aujourd'hui. On est dans un monde quand même joyeusement fracassé. Et en même temps, on est des êtres humains. Donc, on a envie d'y aller, les uns et les autres. La coopérative, le monde agricole, comme tout le monde, quels que soient donc les domaines, tout le monde est bien conscient de cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on y arrive, pour que l'on prenne bien conscience alors à la fois de ce qui se passe et pas être dans un côté déni plus ou moins collectif. Et en même temps, il y a quand même des démarches qui sont encore possibles. La première marche de l'escalier, je n'en connais pas de meilleure, malheureusement, que d'essayer de bien comprendre le problème à traiter. Donc ça demande du temps. Vous savez, quand on est jeune, on va tous à l'école et puis même au cours de notre vie professionnelle, on va tous de temps en temps en formation continue. C'est parce qu'on part de l'idée que s'il y a des problèmes nouveaux qui se présentent à nous, ou alors nouveaux quand on grandit, ou nouveaux quand on est en train d'exercer sa profession, eh bien, on a d'abord besoin de les comprendre et puis besoin de savoir comment est-ce qu'on peut s'y attaquer avant de passer à l'action. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que la première marche de l'escalier est celle qui n'est pas remplie, enfin ou montée plus exactement, c'est de bien comprendre le problème auquel on s'attaque. On ne peut pas faire confiance aux médias pour ça, parce que malheureusement, je suis désolé de vous le dire, Denis, les médias ne savent pas faire la même chose qu'un cours, ils ne savent pas capitaliser, ils ne savent pas vous dire mardi, alors vous avez bien retenu ce que je vous ai dit lundi, donc maintenant je vais vous dire autre chose. Donc ils ne savent pas faire ça, c'est pas leur métier. Donc il faut absolument que toutes les professions, y compris la profession agricole, fassent l'effort, et ça c'est pas beaucoup d'argent, de correctement comprendre les enjeux. Une fois qu'on a correctement compris les enjeux, à ce moment on peut commencer à faire le tri entre ce qui est encore jouable et puis là où il va falloir qu'on fasse son deuil parce que c'est trop tard ou bien c'est des trucs qui sont pas atteignables. Et puis ensuite, on passe à l'action. Alors, j'ai un exemple. Alors, c'est une profession particulièrement riche, donc c'est pas nécessairement un exemple qui est reproductible en tant que tel, mais il se trouve que professionnellement, je travaille avec les champenois, donc les producteurs de champagne. Donc, encore une fois, c'est pas reproductible partout, parce qu'ils sont pas à plaindre économiquement. Depuis le début des années 2000, 2002 ou 2003 de mémoire. Ils ont fait exactement ce que je viens d'évoquer. Donc, ils ont commencé par diffuser de l'information. Donc, ils ont multiplié les conférences, les modules, etc. Maintenant, on peut faire des tas de trucs, des cours, etc. Et puis ensuite, une fois que les gens sont un peu tombés de leur chaise en disant « Oula, c'est considérablement plus enquiquinant que l'idée qu'on s'en faisait », ils ont fait tout un tas de groupes de travail collaboratifs en disant « Voilà, dans tel domaine, comment est-ce qu'on peut faire ceci, comment est-ce qu'on peut faire cela, comment est-ce qu'on peut s'organiser autrement, tous ensemble ». Et il y a à l'évidence quelque chose de très collectif à mettre derrière pour avancer. Il y a également des deuils qu'il faut faire, des business models qu'il faut changer. Par exemple, toujours pour être désagréable, on peut pas dans une coopérative gagner plus d'argent sur la distribution des intrants, enfin sur la commercialisation des intrants, que sur la commercialisation des récoltes. C'est un truc qui peut pas marcher. Alors, je sais pas si c'est le cas encore de manière fréquente ou pas, mais en tout cas, il y a voilà. Donc de temps en temps, il y a aussi j'ai envie de dire des conflits d'objectifs au sein des organisations sur lesquels il faut se pencher et qu'il faut arriver à en sortir collectivement. Voilà, donc c'est une démarche, j'ai envie de dire, très classique, comprendre de quoi on parle et puis ensuite commencer à réfléchir sur la façon de s'en emparer. En général, quand on fait ça, on trouve toujours des choses. On trouve peut-être pas la solution à tout. Et à ce moment, pour les problèmes qui n'auront pas, entre guillemets, de solution, eh bien, il faut au moins commencer à se mettre dans un esprit où on s'est surpris des évolutions adverses arrivent. De toute façon, c'est la société d'accepter. Eh bien, un grand merci Jean-Marc Jancovici pour tout cela. Vous voyez, on vous l'avait dit, ça décoiffe, c'est bien, ça y va, mais il y a ce mot de collectif que vous avez employé, et ça vous est extrêmement cher, évidemment, au sein des coopératives. On va passer donc à nos